Fond de Latte. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, n'est-ce pas? Eh bien, la bonne histoire, c'est la fête de la mort. En 2018, dans le Pas-de-Calais, à la veille donc de la Saint-Valentin, Jennifer Deforge, 25 ans, empoisonne Bruno Benedi, le papa de ses deux filles. Elles ne supportaient plus leur vie de couple. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Jennifer Deforge. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On de Latte raconte. Cote B sur Europe 1. Le matin de la Saint-Valentin 2018, les parents de Jennifer Deforge appellent les pompiers de Neu-les-Auxy, près d'Abbeville. Allô? Vite. Il faut que vous alliez chez notre fille. Elle est chez nous avec ses enfants. Elle a peur que son compagnon ait fait une connerie. Faut absolument que vous alliez sur place. Une connerie? Mais quelle connerie? Un suicide? Quand ils arrivent sur place, les pompiers découvrent le compagnon, Bruno Benedi, mort, dans la salle à manger. Avec sur la table des médocs, une boîte de méthadone et une autre d'antidépresseurs. Sauf que ça ne ressemble pas à un suicide. Les pompiers sentent tout de suite que c'est une mise en scène grossière. Alors ils alertent les gendarmes. Les gendarmes auditionnent toute la famille Deforge. Et c'est le père de Jennifer qui craque le premier. Ma fille m'a demandé de rien dire, mais j'en peux plus. La tôle, c'est pas pour nous. J'ai quelque chose sur la conscience et je peux pas garder ça pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que ma fille Jennifer, elle est arrivée dans la nuit chez nous. Et elle nous a dit: j'ai tué Bruno. J'ai mis des médicaments dans une bouteille de Porto. Et comme ça, il nous emmerdera plus. Après les aveux de son père, Jennifer craque à son tour. Ce soir-là, je dis à Bruno que j'allais le quitter. Et il m'a dit: si tu fais ça, je tue tes enfants et tes parents. Moi, j'ai pas supporté. Alors j'ai écrasé de la méthadone, du Xanax, un antidépresseur, et j'ai mis tout ça dans une bouteille de Porto, et je lui ai dit: vas-y, bois cul sec. Et il a bu. Il s'est aperçu que j'avais mis du poison dedans. Alors il m'a dit: t'as pas fait ça quand même? T'es ma femme. Et puis il est allé dans la salle à manger, il titubait, il s'est assis. Alors je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pincé son nez, j'ai fermé sa bouche. Je l'ai étouffé. À l'issue de ses aveux, Jennifer Deforge est incarcérée. Et là, elle se rend compte de l'énormité de son geste. Alors elle tente de se suicider. La première fois que je vois Jennifer, c'est quelque chose d'atypique parce qu'elle est hospitalisée à l'UHSA de Seclin, c'est-à-dire dans l'unité médicale de la prison, parce qu'elle a fait une tentative de suicide. Maître Loïc Bussy, avocat de Jennifer Deforge. Elle se scarifie, elle a eu de dizaines de points de suture sur les avant-bras parce que elle avait fait une tentative de suicide à la prison et elle avait été retrouvée inconsciente dans sa cellule, entourée d'une mare de sang. C'était pas une simulation, c'était véritablement une volonté pour elle d'en finir. Elle souffre psychiquement et ça se traduit par des violences auto-agressives.
On se retrouve seul avec Madame Deforges et on voit que le contact est difficile à nouer. Docteur Bruno Roux, expert psychiatre. Il y a des échanges de mimiques, elle sourit mais elle dit pas grand-chose. Et on sent déjà un peu ces malaises qu'on peut avoir en présence d'une personne psychotique qui a juste ce qu'on appelle une alexithymie, une difficulté de lecture émotionnelle pour elle-même comme pour son interlocuteur. Et du coup, le contact est pas très naturel. Code B19. Expertise psychiatrique du docteur Bruno Roux. Jennifer Deforges est une jeune femme de 29 ans qui vivait en concubinage avec Bruno Benedi. Ils ont 2 filles de 7 et 5 ans. Elle était mère au foyer. Après avoir été déscolarisée au collège, Jennifer Deforges a repris un BEP. Elle s'exprime distinctement dans un français sans particularité, tant au plan de la syntaxe qu'au registre de la langue. Elle se plaindra d'être traumatisée de la mort de Bruno. Elle en décrira tous les symptômes, c'est-à-dire qu'elle revoit Bruno en journée, elle entend des fois sa voix, elle se réveille la nuit en pensant à lui, et elle a des flashs de la journée des faits encore au moment où je la rencontre. Il y a aussi tout ce phénomène très automatique des reviviscences et des flashs qui font que, en situation tout à fait prenante, en pleine discussion, etc., on peut voir la personne se détacher, regardant le vague, et puis on sait que là, à ce moment-là, elle a une reviviscence du jour des faits, parce qu'elle a l'air complètement absente, mais c'est fugace, c'est quelques instants, ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Code B19. Expertise psychiatrique du docteur Bruno Roux. Jennifer Deforges comprend les questions de l'entretien sans difficulté et y répond de manière adaptée. Durant tout l'entretien, elle demeure calme, cohérente et orientée. L'examen ne retrouve pas de bizarrerie du comportement, de propos délirants ou d'indices d'hallucination. Elle énonce les choses de manière toujours assez froide. Elle énonce les faits qui se sont succédés le jour de la mort de Bruno comme une liste de courses. Mais sans plainte ni tentative non plus de se disculper. C'est-à-dire qu'elle assume relativement facilement son acte. Elle aura presque des propos de personnes contentes de s'être vengées, puisqu'elle dit « j'ai buté ce gros bâtard ». J'ai buté ce gros bâtard. Il me fera jamais plus chier, quoi. Il nous fera plus chier, mes enfants, moi et mes parents. Voilà. Voilà ce qui est sorti de ma bouche quand je vais aller chez mes parents pour leur dire. Mais bon, maintenant je réalise. Je l'aimais. Non, elle n'est pas du tout sur la conséquence de ses actes. Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle dit bien ce qui est sorti de ma bouche. Donc elle se distancie de ses propos, mais elle garde la fidélité des propos en disant qu'elle a tué Bruno parce qu'il la faisait chier. Mais on comprend bien qu'elle a tué Bruno parce qu'il était violent et parce que les perspectives d'avenir étaient sombres en raison des problèmes addictologiques de celui-ci. Mais non, elle se présentera pas comme quelqu'un qui s'est défendu, comme quelqu'un qui était légitime dans le fait de le tuer. Elle a sans doute eu un enthousiasme pathologique qui l'a aidé à passer à l'acte à la période des faits. Elle est surtout triste. Elle me dit, moi je me dégoûte, pourquoi j'ai fait ça ? Docteur Catherine Thévenot, experte psychiatre. Et puis j'ai foutu en l'air la famille de Bruno, ma famille et celle de mes enfants. Et moi, je suis encore vivante, elle a comme l'angoisse, la dépression du survivant. Elle l'assume, elle ne le revendique pas, elle l'assume. C'est ce qui fait chez elle, d'ailleurs, quelque chose de très touchant. Parce que elle a une vie très très difficile depuis qu'elle est née, une enfance particulièrement difficile, une vie de jeune femme très difficile, mais finalement, elle ne se plaint jamais. Elle semble
subir son existence, mais ne s'en plaint pas. Code B15. Expertise psychiatrique du docteur Catherine Thévenon. Quand elle était enfant, Jennifer Deforge nous dit être victime de sévices physiques par ses parents. Elle dit « Ma mère me tirait les cheveux pour savoir si mon père l'a trompée ». Jennifer Deforge ajoute qu'à ses 7 ans, elle a subi des sévices sexuels par son père. Elle dit ainsi « Mon père prenait des bains avec moi, il me faisait faire le train avec son sexe, il disait que du blanc allait sortir et de ne pas en parler à ma mère. » Dans la prime jeunesse, les parents rassurent les enfants affectivement et ils apprennent à donner, à recevoir, à gérer le non, à gérer le oui, à gérer les frustrations. Maître Loïc Bussy, avocat de Jennifer Deforge. Et là, c'est pas le cas puisque c'est une jeune femme qui s'est élevée toute seule finalement. Elle a grandi toute seule, isolée, et elle a pris la place de sa mère lorsqu'elle avait à peine 10 ans. Parce que sa mère était dans l'incapacité de s'occuper d'elle et de la fratrie. Donc elle s'est débrouillée toute seule, elle s'est construite toute seule. Et ça a créé des failles, évidemment. Code B5. Enquête de personnalité de Clotilde de Tournai. À 13 ans, Jennifer devient rapidement autonome. Sa mère étant souvent alcoolisée, l'adolescente effectue les tâches ménagères. Son père cesse son activité professionnelle en raison de problèmes de santé. La situation financière du foyer devient difficile, de sorte qu'elle et ses 2 sœurs n'ont plus à manger car leur mère dépense tout l'argent dans l'alcool. Le père de Jennifer sombre psychologiquement et tente de se pendre. C'est sa fille, Jennifer, qui l'a trouvée et qui l'a dépendue. Elle vit un isolement lorsqu'elle est jeune parce que on lui donne au sein du foyer la fonction de maman. Et elle part assez tôt du foyer familial, elle s'échappe où elle rencontre le futur papa de ses enfants. Donc elle va se retrouver dès l'âge de 13 ans en couple avec Bruno qui lui est âgé de 17 ans et commence déjà à travailler comme maçon. Docteur Bruno Roux, expert psychiatre. Et elle arrête ses études donc au collège, mais pendant son mariage, elle va pouvoir passer un BEP en relations clients et même travailler un peu dans cette fonction. À cette époque-là, il avait déjà commencé à prendre des opiacés et à avoir des habitudes avec l'alcool. Néanmoins, elle s'est installée en concubinage avec lui, avec la bénédiction de ses parents. Il la recueille, elle trouve l'amour, elle trouve une belle famille, elle trouve tout. Maître Vincent Desbliquis, avocat de la famille de Bruno Benedi. Elle a trouvé un refuge dans cette famille et elle s'est pas posé des questions métaphysiques pour savoir si c'était le bon, si c'était le meilleur mari possible, si elle devait mûrir un petit peu pour faire un choix de vie. C'était une bouée de sauvetage. Code B15. Expertise psychiatrique du docteur Catherine Thévenon. Jennifer Deforge évoque sa relation à l'alcool comme un épisode précoce. Elle connaît son premier coma éthylique à l'âge de 14 ou 15 ans. Elle raconte « J'ai suivi des copines, je pensais tenir l'alcool et on m'a retrouvé dans un sous-sol dans un état comateux. Vers 16-17 ans, on s'amusait à prendre des cuites avec Bruno. Ensuite, j'ai eu nos 2 filles et ça m'a calmé. J'ai jamais bu en dehors de Noël. » À partir de l'âge de 21 ans, elle aura 2 filles avec Bruno. Et déjà, à la naissance de sa 2e fille, elle commence à avoir une humeur fluctuante, elle ne retravaillera plus, elle va donc se renfermer sur le système familial avec ses 2 filles et Bruno. Et là, elle est victime de violences physiques, psychologiques, sexuelles, elle le dit à plusieurs reprises. Elle a même plus de médecin traitant. Elle n'a pas de médecin traitant. Et elle est isolée. Et ça ressort également de toute la procédure. C'est une jeune femme qui est totalement isolée. Isolée de sa famille, isolée de ses amis.
Et elle ne peut pas le révéler, elle n'a pas la force, elle l'explique. Elle a voulu à plusieurs reprises aller déposer plainte pour des violences, par exemple. Elle n'a pas trouvé cette force, elle était tellement isolée. Code B8. Enquête de personnalité de Clotilde de Tournai. Jennifer affirme que son conjoint se montre méchant, voire humiliant avec elle. En plus de l'alcool, elle ajoute qu'il se pique à l'héroïne et s'injecte du Skénan, un dérivé de la morphine. À cause de son addiction, Bruno finit par perdre son emploi de maçon et coupe les ponts avec sa famille. La famille n'ignorait pas qu'il pouvait y avoir de l'exagération dans la consommation d'alcool, qui pouvait d'ailleurs être commune aux deux époux, et je pense qu'il y avait une forme d'exutoire à la difficulté de la vie sociale, économique. Rétrospectivement, elle a conscience qu'elle-même a usé de l'alcool pour se voiler la face. Et qu'elle disait qu'elle avait besoin de boire pour oublier ce que pouvait lui dire Bruno ou ce qui s'était passé entre eux. Donc elle est pas totalement critique envers les habitudes toxiques de Bruno, admet en avoir elle-même. En tout cas, elle décrit chez Bruno deux addictions conjointes qui s'accompagnent souvent de réactions violentes au sein du couple. C'est un couple qui n'est pas équilibré, qui ne peut pas être équilibré, qui est très fragile. C'est deux fragilités. Et finalement, c'est ce que certains experts ont qualifié de fonctionnement conjugopathique. Ça ne pouvait pas aller. Je sais pas si c'était écrit, mais avec certitude, c'est un couple qui ne pouvait pas fonctionner de façon normale. Voilà, de par les carences respectives de l'une et de l'un. C'était impossible. Donc, il y a eu toute cette période, finalement, où le mal-être de l'un a entraîné le mal-être de l'autre. Et ils se sont tirés vers le bas, ils ne pouvaient pas se tirer vers le haut. En garde à vue, Jennifer Deforge confie aux gendarmes que son crime l'a soulagée. Elle ne supportait plus Bruno. Elle dit que quand il buvait, il devenait menaçant. Alors c'est un paradoxe, et puis c'est très difficile de le dire, mais elle s'est sentie délivrée à partir de ce moment-là. Maître Loïc Bussy, avocat de Jennifer Deforge. Parce que elle avait cette peur qu'elle ne maîtrisait plus du fait qu'il était susceptible de s'en prendre à elle, de s'en prendre aux enfants et à sa famille. Et ça, pour elle, c'était quelque chose de trop. Voilà. Et elle s'est sentie délivrée de ça. C'est terrible, mais c'est sa réalité. Sa réalité, elle l'a vécu comme ça. Voilà. C'est le seul échappatoire qu'elle a trouvé devant cette situation et devant l'impasse qui était la sienne. Bruno est entré dans sa vie comme le sauveur, qu'il a arraché aux griffes d'un milieu familial violent et incestueux. Docteur Bruno Roux, expert psychiatre. Et puis c'est devenu purement le mauvais objet. Et on sent qu'elle a cette difficulté à regretter, mais parce que c'est exactement ça dont elle avait besoin, c'est-à-dire le gommer, pour ne plus y penser, pour ne pas regretter justement. Et puis au jour où on a commencé à envisager de divorcer, c'était peut-être plus facile de gommer purement et simplement Bruno, qui aurait pu se venger. Elle a évoqué ce souhait à plusieurs reprises de partir, et à chaque fois, Bruno l'a menacée en disant que si elle partait, il la retrouverait les enfants, il s'en prendrait à elle, ses enfants, et à sa famille, à ses parents. Et ça, pour elle, ça a créé une peur incommensurable et qui a, entre guillemets, justifié son passage à l'acte. C'est la menace de trop, et elle a vécu ça comme une impasse. Elle s'est retrouvée dans une impasse absolue. Bruno Bénite n'a jamais été accusé d'avoir nui à nous. Qui ça, nous, les parents, les beaux-parents, les enfants, etc. Personne ne lui a jamais reproché d'avoir été
un mauvais père ou un mauvais gendre ou d'avoir eu un comportement qui nuisait à l'ensemble de la famille. Maître Vincent Desbliquy, avocat de la famille de Bruno Benedi. Ils comprendront jamais parce que on peut pas expliquer l'inexplicable et que dans les sociétés actuelles, il y a suffisamment de ressources pour les femmes en difficulté, seules, etc., et qu'elle l'était pas parce qu'elle avait sa belle famille, qui était quelquefois sa confidente. Ils peuvent pas admettre, ils peuvent pas comprendre ce qui se soit passé. Et pour eux, c'est un acte de folie, mais c'est pas un acte de folie réel puisque il y a eu toute une réflexion et en tout cas un ensemble d'actes qui ont mené aux faits qui se sont produits, c'est-à-dire que ça s'est pas fait sur un instant de temps en disant tout fait j'en ai marre sur un couteau de cuisine quoi. Il y a eu toute la préparation, il y a l'achat de l'apéritif, d'un alcool qu'il ne connaît pas, dont il ne peut pas repérer le goût, qui est préalable à l'administration du médicament, on écrase les comprimés, enfin, il y a tout un ensemble d'événements qui démontrent que plus que la folie, c'est le tunnel. Code B17. Expertise psychiatrique du docteur Catherine Thévenon. La difficulté de Jennifer Deforge à gérer les pulsions auto- et hétéro-agressives, le recours à l'agir plutôt qu'à la pensée, le sentiment de vide chronique, les consommations excessives d'alcool et l'angoisse de l'abandon sont symptomatiques d'un trouble de personnalité dit d'état limite ou borderline. Le borderline, en général, s'appuie sur un sujet vécu comme grand protecteur. Docteur Catherine Thévenon, experte psychiatre. Mais parfois, si la personne elle-même est fragile, pouf, la relation de domination s'inverse et l'ancienne victime devient celui qui domine. Et c'est sans doute ce qui s'est passé. C'est une femme qui est instable. Sa personnalité a été fragmentée par les abus dont elle a été victime. Elle est comme un camailleux. Elle a des parties d'elle-même où elle est complètement adaptée si elle est dans un environnement structurant. Et elle a des parties d'elle-même qui ne le sont pas du tout si l'environnement autour d'elle ne l'aide pas. En mars 2023, 5 ans après son crime, Jennifer Deforge comparaît devant la cour d'assises du Pas-de-Calais pour assassinat. Elle encourt le maximum, la perpétuité. Faites entrer l'accusé. Elle est pétrifiée de peur. Maître Loïc Bussy, avocat de Jennifer Deforge. Elle arrive entourée d'une escorte, mais également parce qu'elle se trouve hospitalisée avec 2 infirmières dans ce box, qui est un petit box. Et elle a du mal à poser son regard sur la salle, sur les gens qui sont présents, et elle est pétrifiée de peur. Et mon travail, c'est de la rassurer. Et de faire en sorte, justement, pour atténuer un peu cette peur, qu'elle se tourne un peu d'un quart, un peu plus vers la cour pour avoir ses juges en face et pas regarder les gens qui sont dans la salle, qui augmente évidemment ce phénomène d'appréhension et de peur. C'était très important qu'elle maîtrise cette peur, voilà, pour pouvoir s'expliquer, pour pas qu'elle soit dans un blocage. Pour la famille du défunt, elle est parue un peu hautaine et puis distante. Maître Vincent Desbliquy, avocat de la famille de Bruno Benedi. C'est-à-dire que il s'attendait à ce qu'en rentrant dans le box, d'office, elle soit en larmes, elle soit désespérée de son geste, ils attendaient tellement des excuses, un pardon et le comportement d'un coupable qu'ils ont pris son attitude distante comme une absence de remords ou une revendication de son geste. Code B12. Expertise psychologique d'Yves Delannoy. Jennifer Deforge fait preuve de capacité fine d'analyse et de déduction rationnelle. Mais elle présente une immaturité affective, la laissant dominer et soumise à des ressentis et des affects non métabolisés. Il s'agit d'une personnalité mal structurée dans une quête de reconnaissance narcissique qui s'est construite en réaction aux carences et aux maltraitances parentales.
J'appréhendais l'arrivée des parents, pas pour moi, mais pour Jennifer. Et j'ai été très déçu par leurs discours respectifs, que ce soit la maman ou le papa, parce que j'avais l'impression qu'ils étaient totalement indifférents à la situation de leur fille. Voilà. Ils ont un discours très pauvre en émotion. C'était un moment que je qualifierais de pathétique. Voilà. J'attendais d'eux peut-être un ou deux mots pour leur fille, de tendresse, d'amour, de réconfort. On n'a même pas eu le droit à cela. Après, ça a montré aussi aux jurés d'où elle venait. Madame l'huissier, je vous prie de bien vouloir faire entrer Madame Deforges, la mère de Jennifer Deforges. Madame Deforges, je vous prie d'avancer à la barre, vous êtes la mère de Jennifer Deforges. Madame, nous aimerions vous entendre sur votre fille. Quel est votre sentiment sur sa vie? C'est notre petite, vous voyez. On l'a élevée comme on pouvait, quoi. Je peux rien vous dire d'autre. Je comprends pas comment elle est arrivée là. Je lui souhaite bon courage. Maître Bussy, c'est à vous. Madame, je suis le conseil de votre fille. Nous en sommes au moment où elle a le plus besoin de vous. Elle n'a besoin que de quelques mots. Et une fois encore, vous n'êtes pas là, madame. Vous n'êtes pas là. Elle a tourné les talons, elle est partie. J'ai eu ce sentiment d'indifférence absolue et ça a créé chez moi une colère aussi parce que c'est une gamine qui est seule dans le box, elle a été seule toute sa vie et c'est terrible pour cette jeune femme, quoi, parce que je pense qu'elle a pris conscience en disant je pourrais jamais compter sur mes parents, c'est pas possible. Ils n'ont jamais été là, ils ne le seront jamais. Même dans la pire de situation, ils sont incapables. Voilà. Je pense qu'ils sont trop enfermés dans leurs problématiques de violence, d'alcool, des problèmes psychiques. Ils sont incapables d'ouvrir les bras à leurs enfants, quoi. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et alors, le point capital, parce que c'est vraiment mon fil directeur dans ce dossier, il faut absolument sauver les enfants. Donc, sauver les enfants, c'est aussi ne pas accabler leur mère, parce que de toute façon, c'est leur mère, et que si chaque fois qu'ils voient les grands-parents ou les oncles et tantes du côté de Bruno, c'est pour dire ta mère ceci, votre mère cela, c'est pas possible. Donc, il faut qu'ils polissent leur discours, qu'ils rentrent leur colère, parce que on n'élève pas des enfants dans la haine de leur mère. Et les petits-enfants, ils ont déjà un père dans la tombe, une mère en prison, on va pas en rajouter, quoi. Il y a vraiment beaucoup de maturité dans le comportement de la famille de Bruno Benedite. Madame Deforges, nous venons de parler de vos filles. Avez-vous quelque chose à ajouter pour la Cour à ce sujet? Monsieur le Président, je veux pas qu'elles soient en famille d'accueil. Je veux qu'elles grandissent dans la famille. Et leur famille, c'est la famille de leur père. Donc, je suis d'accord si elles sont gardées par la sœur de Bruno. Je m'y oppose pas. Ça a été un soulagement, les larmes dans les yeux, tout le monde pleurait. Enfin, c'était magique parce que c'était, voilà, j'ai fait une énorme erreur. Bien sûr, votre fils ou votre frère n'était pas un homme parfait, mais vous, j'ai rien à vous reprocher, et c'est mieux que mes enfants, que ces enfants soient avec vous plutôt que dans une famille d'accueil. On l'a replacée dans les geôles et je suis descendu la rassurer sur le fait que j'étais content d'elle, qu'elle n'a pas été spectatrice de son propre procès. Je l'ai rassurée en lui disant qu'elle s'était exprimée avec sincérité, que c'était important. Et que tout ça, ça allait jouer. Mesdames et messieurs, la Cour.
Madame Deforge, veuillez vous lever, je vous prie. La Cour vous reconnaît coupable des faits d'assassinat sur la personne de votre conjoint Bruno Benedi. En conséquence, la Cour vous condamne à la peine de 16 années de réclusion criminelle. Jennifer Deforge ne fait pas appel de son jugement. Et la Cour décide de ne pas la priver de son rôle de mère. Elle conserve l'autorité parentale sur ses 2 filles. Voilà pour ce numéro dont de la traque compte format Code B. Rédaction en chef assurée par Guillaume Maury. Enquête aujourd'hui de Vincent Deby et réalisation de Boris Patchinski.